L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, les décodeurs de l'écho ce soir, autour de l'hôtellerie à Paris. Non, c'est pas anecdotique, c'est un secteur qui pèse très très lourd, le tourisme en France et spécialement à Paris, avec notamment cette concurrence, cette course justement pour construire des établissements de luxe, rénover des grands établissements, et c'est le cas aujourd'hui du Lutetia qui va donc fermer 3 ans, donc à partir de ce lundi. On continue d'en parler avec Beïchou, elle est économiste chez Natixis, elle connaît bien évidemment la Chine. Denis Gancel, enseignant à Sciences Po, spécialiste des marques, président de W Compagnie. Jean-Yves Durance, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Il est aussi à la tête de Viparis, qui chapeaute les foires, les salons, les congrès à Paris. Christophe Allot, c'est le directeur général France du grand groupe mondial Accor. Et puis Georges Panayotis qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. C'est notre décodeur de 20h, PDG de MKG Group, un groupe de cabinets de conseil en hôtellerie. Oui, le Lutetia, voilà, un petit peu de nostalgie, de tristesse probablement pour beaucoup. C'est fermé provisoirement, 3 ans donc, peut-être avant de rouvrir une nouvelle histoire, longue histoire pour le Lutetia. Il était cet après-midi, Jean-Baptiste Huet, donc boulevard Raspail dans le 6e arrondissement, son reportage. L'hôtel Lutetia voit le jour à Paris en 1910 à l'initiative de Madame Boussicot, la propriétaire du Bon Marché, qui souhaite à l'époque que ses clientes venues de province puissent séjourner dans un établissement tout proche. Après plus d'1 siècle d'existence, l'hôtel Art Déco, qui a abrité notamment Picasso, André Gide ou encore Coluche, qui jetait des yaourts par les fenêtres, ferme ses portes ce soir pour 3 ans de travaux. Une grande partie de l'hôtel classé monument historique sera conservée. L'idée n'est a priori pas d'en faire un palace. Le groupe israélien Arlov, propriétaire des lieux, devrait débourser entre 80 et 100 millions d'euros, une grosse somme pour un établissement qui fonctionne finalement comme une grosse PME avec ses 30 millions de chiffre d'affaires annuel. En tout cas, l'atmosphère était lourde cet après-midi, le grand salon désert, le bar vide. Un homme est mieux placé que les autres pour parler du Lutetia, c'est Robert Clergerie, fondateur de la maison de chaussures Clergerie, un des rares Français à avoir vendu des bottes à Michelle Obama. Voilà 30 ans qu'il vit au Lutetia lorsqu'il est à Paris. Il a le cœur gros, mais cette cure de jouvence est pour lui indispensable. Je crois que ce qui est bien qu'on fasse les chambres, parce que certaines sont quand même un peu vis-à-vis d'une clientèle étrangère. Je voudrais pas que l'on considère Paris comme un pays, comme une ville sous-développée. Et je dois dire que les douches ou l'air conditionné, c'était plutôt aléatoire comme fonctionnement. Il y a vraiment besoin, et je dis depuis quelques années que je viens ici pour le rez-de-chaussée, pas pour l'étage. Le Lutetia est en fait très emblématique de ce qui manque à Paris. Nous avons une offre bon marché foisonnante, en face de plus en plus de palaces très haut de gamme, mais il manque une offre intermédiaire. C'est en tout cas ce que souligne Jean-François Rial, le PDG de Voyageurs du Monde. Ça arrange bien tous les hôteliers de ne pas avoir à se casser la tête et d'avoir des taux de remplissage à 93% sans se fatiguer. Mais on a besoin de chambres à 300 € la nuit, un peu sympathiques, chaleureuses. Parce que dans l'hôtellerie, entre guillemets, créative de charme intermédiaire, vous avez tous les styles. Le bling-bling, le chaleureux, le petit, le design, le moderne, l'hôtel boutique. À Paris, là-dessus, on est quand même vraiment très, très, très faible. Un hôtel, c'est aussi et surtout des hommes et des femmes. L'essentiel des 211 salariés devrait rester sous contrat pour revenir dans 3 ans. En attendant, cet après-midi, c'était l'heure des photos souvenirs pour une partie du personnel. Photos souvenirs, il y était donc pour BFM Business, Jean-Baptiste Huet pour les décodeurs de l'écho. Alors, Georges Panayotis à la tête de MKG Group, un hôtel comme le Lutetia, 3 ans de travaux, ça coûte combien à rénover ? Ça coûte beaucoup d'argent, à peu près 150 à 70 millions. Ça dépend effectivement des surprises qu'on risque de trouver dans cet établissement. Je vous signale qu'un grand hôtel vit par ses sous-sols. Donc il faut vraiment tout restructurer, et en particulier ces sous-sols qui n'ont pas été, je dirais, rénovés depuis maintenant plus de 100 ans. Le sous-sol dans lequel on met la chaufferie, le spa, le spa. Absolument, beaucoup de choses. L'idée, c'est de construire en effet une piscine, un spa, donc dans cet hôtel Lutetia qui actuellement a un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros annuel. Et vous nous disiez donc 150 millions de rénovation. Qu'est-ce qui va changer? Allez, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette dans un hôtel comme le Lutetia ou ailleurs, parce qu'on rentre dans les coulisses un peu de la rénovation avec vous, Georges Panayotis. Alors, on garde son emplacement et on jette le reste. Je pense que
effectivement, l'emplacement du Lutetia est magnifique. La marque, Georges. Et la marque, on ne sait pas encore. Peut-être que ça peut changer. Mais il est vrai que en soi, le Lutetia est une marque. L'emplacement est une marque. Maintenant, il peut s'endosser à une autre enseigne internationale également. Ceci étant dit, je pense que cet hôtel qui ferme aujourd'hui, il faut avoir une petite pensée à tout le personnel qui est là, qui a porté cet établissement depuis des années, qui a fidélisé de grandes vedettes du cinéma, de la poésie, de la politique, qui les a servis tous les jours. Donc moi, je dirais un coup de chapeau à tout ce personnel que je connais la plupart et qui ont été effectivement formidables. Voilà. Il y a le Lutetia donc qui est en travaux, il y a le Crillon également, le Ritz, le Plaza Athénée. C'est quoi le cahier des charges donc pour un grand établissement, un 5 étoiles ou un palace donc en 2014? Voilà, qu'est-ce qu'on met en priorité? Quels sont les souhaits de la clientèle? Alors, je crois que le palace, par définition, ou même les hôtels maintenant à partir de 5 étoiles, 4 et 5 étoiles, doivent surprendre et surtout marquer terriblement le souvenir de gens qui voyagent et qui viennent effectivement passer quelques nuits dans l'établissement. Il suffit plus effectivement simplement de répondre au niveau de besoins basiques. Il faut aller au-delà, il faut le surprendre et il faut aussi lui laisser un souvenir. Et je pense que aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans beaucoup des établissements, mais il faut aussi que l'ensemble de l'offre puisse être à la même hauteur le plus rapidement possible. Beishu, 100 millions de Chinois qui vont voyager dans le monde cette année. On va passer la barre des 100 millions, clientèle de plus en plus exigeante. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ce qu'ils demandent, c'est ce qui a été très bien dit. Ils cherchent à avoir un souvenir qui marque dans leur vie. Il faut quand même dire que les Chinois touristes, je ne parle pas des voyageurs d'affaires, qui se déplacent, ils viennent peut-être en Europe une fois dans leur vie. Bon. Après, s'il y a un Chinois sur 100 qui vient en Europe une fois dans leur vie, ça fait déjà une masse considérable. Et ça, c'est très important. C'est bien qu'ils voient la Tour Eiffel, mais c'est aussi très bien qu'ils soient bien hébergés. Et donc tout ça, c'est un ensemble. C'est pour profiter de la vie à la française, pour voir l'art à la française, enfin beaucoup de choses. Et c'est là où on peut les surprendre. C'est là où aussi on peut vraiment apporter un très beau souvenir à tous ces Chinois qui voyagent en Europe. Christophe Allot, directeur général France de Accor. Vous avez donc 4 hôtels 5 étoiles à Paris. Il y a 3 Sofitel, Scribe, Faubourg, Arc de Triomphe, un Pullman 5 étoiles également à la Défense. À venir également l'hôtel Molitor, donc qui va bientôt ouvrir donc en 2014, au mois de mai, donc dans quelques semaines. Comment se fait la différence par rapport aux autres grands groupes? Qu'est-ce que vous mettez lorsque vous rénovez, lorsque vous reconstruisez même? Alors, je pense qu'il y a tout ce qui est lié aux standards internationaux en termes de digitalisation, de web, d'équipement Wi-Fi, de connectivité de l'hôtel. Il y a tout ce qui est lié au bien-être, avec des fitness, des spas, très souvent dans cette catégorie d'hôtels. Et puis, il y a quelque chose qui est méconnu, on parle d'hôtel, mais c'est la restauration. Dans ces hôtels-là, le luxe et le très haut de gamme, entre un tiers jusqu'à 50% du chiffre d'affaires peut être lié à la restauration. Donc les concepts de F&B, de food and beverage, sont très importants. Le restaurant, le room service, le petit déjeuner, le bar et toutes les périphéries. Si je prends 2 exemples, on met le même soin et même peut-être plus de soin encore dans les concepts de restauration que dans les concepts de chambre. Et on fait très attention à ça en travaillant avec des grands designers. C'est Yannick Aleno qui va nous aider sur Molitor. On a testé vendredi toute la carte. C'est Robbie Barr du groupe Gorgeous, un des plus grands concepteurs de concept restauration au monde, qui a réinventé le concept California de cette cuisine californienne au Pullman Tour Eiffel. Donc c'est très important et c'est très important dans le coût également de rénovation, la restauration, les cuisines, les frigos, tout le back-office. Oui, Georges Panayotis, c'est important le côté restauration, ce que nous dit donc Christophe Allot, qui va s'attacher les services de Yannick Aleno. On voit au mandarin, c'est Thierry Marx. Il faut à chaque fois un grand nom, un grand chef qui campe dans un hôtel. Alors, pour le Palace, il est tout à fait évident que vous ne pouvez pas faire le luxe si vous n'êtes pas effectivement excellent également au niveau de la restauration. D'ailleurs, la plupart de Palace, ils ont 3 macarons. Ceux qui l'ont pas, ils vont l'avoir, j'espère, bientôt. Mais c'est vrai que la compétition étant très dure, il faut être à armes égales. Maintenant, sur les autres restaurants,
Je ne sais pas, ça dépend de la localisation. Si vous êtes en centre-ville, si vous êtes dans un quartier où il y a une pléthore de très bons restaurants, le problème ne se pose pas. Là, à l'occurrence, sur Molitor, il y a une clientèle, il n'y a pas beaucoup de restaurants, et je pense que la carte, le positionnement peut être très astucieux pour cet établissement-là. Donc pourquoi pas, effectivement, s'endosser d'un nom aussi prestigieux. Je connais Yannick Alano que je salue parce que c'est vrai que c'est un très grand professionnel et je suis sûr que le résultat sera parfait. Béchou et Denis Gancel. Si je peux me permettre, tout ce qu'on a dit, c'est pour dire, voilà, en fait, on est face à une clientèle qui est extrêmement sensible aux nouveautés. C'est une clientèle qui aime bien être surprise. Alors, déjà, cette clientèle, elle est constituée comme ça. Et puis après, si je peux me permettre de ramener ça à la culture asiatique, à la clientèle chinoise, et cette clientèle, vraiment dans le secteur de luxe, dans le secteur un peu de haut de gamme, elle est encore plus sensible aux nouveautés. Et donc, l'innovation, c'est vraiment quelque chose qui compte. Comment on peut les surprendre? Comment on peut apporter une expérience différente? Ça, pour moi, c'est un paramètre qui est primordial. Denis Gancel, W Compagnie. Oui, moi j'ai beaucoup aimé que M. Panagiotis rende hommage au personnel de Lutetia. Parce que je trouve que, on l'a dit, l'hôtellerie, c'est des innovations, c'est de l'immobilier, ce sont des moyens financiers considérables, mais c'est avant tout people business, c'est-à-dire c'est un métier de service. Et je vais vous raconter, si vous me permettez, une petite expérience personnelle. Moi, j'ai accompagné la ville de Biarritz pendant plus de 10 ans, au moment où l'hôtel du Palais était fermé 7 mois sur 12. En fait, il y avait un accueil touristique extrêmement difficile. Et donc, j'avais été appelé par le maire de Biarritz, qui n'est plus maire aujourd'hui. C'est pour ça que je peux raconter cette histoire. Et il voulait redorer cette ville. Et le taxi venant me chercher à l'aéroport, il me dit, avec mon accent parisien, il me dit, vous venez d'où? Je lui dis de Paris, et je viens voir le maire. Et il me dit dans son taxi Mercedes noir, dont j'ai relevé la plaque, et il me dit, on n'aime pas les touristes et les visiteurs ici. Vous pouvez le dire au maire de Biarritz. Alors j'ai eu mon introduction toute trouvée auprès du maire de Biarritz en disant, monsieur, vous faites des choses remarquables, vous allez sauver le casino municipal, vous allez réhabiliter, etc. Vous allez faire du dur, vous allez innover, ça va être remarquable. Il y a juste un petit problème, c'est qu'on n'est pas les bienvenus dans votre ville. Et on a fait pendant plus de 10 ans un travail qui s'est appelé À bras ouverts, qui était un travail pas à pas de faire en sorte de retrouver ses capacités d'accueil. Et on oublie aussi que l'hôtellerie, il y a un très joli nom en anglais, c'est l'hospitality. L'hospitalité, et j'ai eu l'occasion dans un certain nombre de groupes d'hôteliers d'entendre par exemple le rappel des règles d'hospitalité bénédictine. Et quand les règles d'hospitalité bénédictine, c'est qu'on accueille tout l'homme, chaque homme, tout homme. Voilà. Alors je vous développe pas ces trois éléments, mais tout l'homme, c'est dans l'intégralité de ce qu'il est, à la fois ses capacités physiques, mais aussi ses capacités spirituelles et affectives. On accueille tout homme, on choisit pas. Voilà. Et chaque homme, c'est-à-dire l'esprit de personnalisation. Voilà. Ces 3 règles, je trouve que c'est intéressant parce qu'on en parle peu dans l'hôtellerie. On parle peu de ce qui fait que finalement on va descendre au Lutetia parce qu'on connaît Monsieur Alain. Et Monsieur Alain, il existe en plus au Lutetia. Il se trouve que moi je vais au Lutetia et j'allais au Lutetia parce qu'il y avait Monsieur Alain et il m'appelait par mon prénom et il m'accueille depuis des années. Voilà. Monsieur Alain, ça fait partie. C'est le maître de rang, c'est le chef de rang, du restaurant du Lutetia. Jean-Yves Durance. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus en matière d'attractivité? Vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure en question de transport également. Qu'est-ce qu'il faut? Alors d'abord, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Le problème de service est un vrai problème. Le président de la République a décidé de faire du tourisme une cause nationale, la première cause nationale. C'est bien que ça soit au Quai d'Orsay maintenant le tourisme? Il est partagé. Commerce extérieur. Très bien. Oui, le commerce extérieur est au Quai d'Orsay. Le fonctionnement interne étant là. Mais il se trouve que j'ai discuté ce matin avec des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Je pense que ça va donner une impulsion tout à fait nouvelle. Oui. Et que si notre service diplomatique, dont je rappelle quand même qu'il est le 2e par la taille au monde, se met au service de la promotion de la France, aussi bien d'ailleurs pour le tourisme d'affaires que pour le tourisme normal, ce sera très bien. Mais le premier point, c'est la qualité de notre peuple de considérer que le service est noble et que ça n'est pas de la servitude. Et on a à faire une cause nationale simplement pour réconcilier l'ensemble des Français avec les métiers du tourisme. Parce que derrière ça, c'est le choix des métiers. Donc il nous faut des gens, je dirais, de très bonne qualité, pas forcément très diplômés, mais qui vraiment par leur qualité personnelle, par leur nature, par leur envie, acceptent de se mettre au service des autres.
Christophe Allot, accord. Un point aussi important, je crois, c'est pour développer tout ça, dire la vérité et dire que c'est l'un des premiers, le tourisme, l'un des premiers contributeurs au PIB. Bien sûr. 7%. C'est devant l'agriculture, devant l'énergie, devant l'industrie automobile. C'est avec le bâtiment, on est premier au numéro 2. C'est 1 million d'emplois qui sont et à Paris, pas 40 000 emplois directs, exactement. Bien sûr. Ouais. Et on fait les emplois indirects autour. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait important. Juste une question, et puis après on va se retrouver dans un instant. Je voudrais qu'on re-entendre Robert Clergerie, l'un des piliers de l'hôtel Lutetia, question d'actualité, puisqu'il est question, vous savez, que de réfléchir sur la force ou la faiblesse, plutôt la force de l'euro. Notamment le président de la Banque Centrale Européenne s'en est emparé de ce dossier. C'est Hervé qui nous demande, est-ce que la valeur de l'euro est ou pas sans influence sur la présence des touristes en France? Bah tiens, allez-y, Georges Panayotis. Absolument, c'est très lié parce que pour certaines clientèles, par exemple la clientèle américaine aujourd'hui est défavorisée par rapport à l'euro, puisque le dollar coûte pas très cher, si vous voulez, et donc ça favorise plutôt l'export des Européens vers les États-Unis. Ça ne favorise pas. Ceci étant dit, on a de la chance parce qu'avec la mondialisation, il y a de nouvelles clientèles. Et puis c'est vrai qu'avec l'Europe, les frontières n'étant plus là, nous avons une clientèle domestique plus importante. Donc la mondialisation, les briques, la clientèle européenne, la clientèle nationale bien sûr, ça fait que l'hôtellerie se porte pas mal au niveau de l'Europe et aussi au niveau de la France. La présence des Américains, moindre de combien? Elle est moindre aujourd'hui parce qu'elle a été remplacée, comme je vous disais, au niveau international par toutes les autres clientèles qui ont accédé à ce pouvoir d'achat magnifique qui est apporté par la mondialisation. Mais il est clair que nous avons un gisement parce que les Américains tiennent beaucoup à la vieille Europe et ils tiennent beaucoup aussi à Paris. Et donc je pense que si l'euro redevient environ à 20-25, ça peut être pas mauvais pour notre industrie. On va encore attendre un petit peu. Restez avec nous, donc les décodeurs de l'écho reviennent dans un instant sur BFM Business. BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Les décodeurs de l'écho autour de l'hôtellerie à Paris. Oui, alors il y a le Lutetia qui a fermé pour 3 ans, 3 ans pour se rénover comme d'autres palaces, mais il n'y a pas que les palaces, il n'y a pas que les 5 étoiles, bien sûr. On le disait tout à l'heure avec Jean-Yves Durance, qui est vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, qui nous disait il va y avoir 10 millions de touristes en plus, et donc on va manquer donc de superficie hôtelière. Alors, la surface hôtelière et la qualité, Georges Panayotis à la tête de MKG Group, est-ce qu'elles ont changé? Est-ce que certains hôteliers ont décidé de faire preuve un petit peu plus d'originalité? Je pense par exemple, tiens, dans l'Est de Paris, il y a des hôtels originaux, il y a le Mama Shelter par exemple. Je prends cet exemple pour pas faire de pub, mais il y en a d'autres bien entendu. Est-ce que ce sont des exemples à suivre? Absolument, mais il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que les hôteliers ont été tutoyés pas mal ces derniers temps par les commentaires de clients. Et puis ils sont allés beaucoup plus loin. Par exemple, le groupe Accor, qui a un outil exceptionnel qui s'appelle Olakala, il est à l'écoute en permanence de ce que les clients vont dire. Donc pratiquement. C'est quoi cet outil? Parce que alors, cet outil, tous les non professionnels dont je fais partie. Voilà, ça veut dire qu'un client, quand il visite un établissement, il est sondé en permanence, oui, et on sait absolument qu'est-ce qu'il pense de l'établissement, qu'est-ce qu'il souhaite et qu'est-ce qu'il veut effectivement que ça change. Mais ça, pour vous donner un exemple, sur une année, si on prend juste une enseigne un groupe comme Accor, vous avez plusieurs millions de personnes en temps réel qui vous donnent un feedback sur leur séjour, ce qu'ils veulent changer et comment effectivement ils souhaitent innover ou trouver de produits dans le futur. Et c'est une masse d'informations extraordinaire. Je pense que à partir de là, si vous écoutez les clients, vous avez une partie au moins des attentes de ce qu'ils souhaitent. Maintenant, ça ne suffit pas. Parce qu'il est clair, vous l'avez bien dit, Mama Shelter est allé un peu au-delà. Il a fait intervenir de gens qui n'avaient rien à voir dans la profession et il les a Stark en l'occurrence, et il les a un peu titillés sur le sujet et ils ont effectivement inventé un concept un peu nouveau. Mais ceci étant dit, ce n'est pas l'innovation en soi, si vous voulez. Ça ne peut pas être uniquement au niveau de services généraux. C'est aussi au niveau de chambres, mais c'est aussi au-delà du séjour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hôteliers ils doivent servir les clients avant, pendant et après.
ça s'est fait à peu près bien pendant. Ça se fait pas du tout ni avant ni après. Donc je pense qu'il y a toute la serviction qu'elle doit être revue et corrigée par les hôteliers. Et je leur fais confiance parce qu'aujourd'hui, et comme il disait tout à l'heure Christophe, non seulement ils exploitent un établissement, une marque, mais ils sont aussi dans la distribution. Et bien j'espère qu'avec la distribution, ils seront en amont et ils pourront effectivement beaucoup plus facilement fidéliser les clients et l'intégrer dans la servition globale d'un hôtel. Christophe Allot, vous à la tête d'Accor en France, est-ce qu'il y a de nouveaux territoires, je vais dire géographiques, à conquérir en matière d'hôtellerie, à Paris notamment? Je pense notamment à toute la moitié est où finalement, spontanément, les touristes peut-être ne connaissent pas, n'ont peut-être pas forcément envie d'y aller, et puis finalement qui se révèlent être des quartiers bien sympas. Aujourd'hui, on voit très clairement que si on prend l'exemple de Paris, on a certains arrondissements où on couvre très bien et où la part de stock d'offres Accor est au moins égale à ce qu'on a au niveau national. Il y a des arrondissements où on n'est pas présent. Je crois qu'on n'a pas d'hôtel dans le premier arrondissement, c'est anormal. Donc, il est tout petit cet arrondissement en même temps. Oui, mais il est important. C'est le plus petit, il est géolocalisé de façon parfaite. Donc typiquement, il y a le Louvre. On a une équipe de développeurs. Il y a 8 personnes en France qui sont dédiées, non pas à Paris, mais... Au premier arrondissement? Non, ah bon. Dédiées à tout le les renvoyer parce que sinon ils font mal leur travail. Une partie, entre 1 et 2 personnes vont être dédiées à Paris pour aller chercher des hôtels dans la capitale. Et on frappe à quel port justement pour trouver des hôtels? L'autre jour je me promenais sur les Maréchaux, je crois que c'était vers la Porte Dorée, je voyais un immeuble qui ressemblait à un immeuble tout à fait ordinaire, et ben c'était une enseigne Ibis justement, et ça ressemblait à tout sauf à un hôtel. Il y avait du monde qui rentrait, qui sortait, il était 8h30. Il y a différentes options. La première, c'est des hôtels indépendants qui n'ont pas de marque, les convaincre de venir nous rejoindre, notamment parce que la puissance de marque aide aujourd'hui à la distribution, à la connaissance. Quand Denis disait la force de la marque, la puissance de la marque, il y a plus de 1000 hôtels Ibis dans le monde, c'est pas rien. Il y a presque 900 hôtels Mercure dans le monde, ce n'est pas rien. Donc avec ces deux marques-là, on est dans le top 10, dans le top 20 des marques mondiales. Autre aspect, on a un surstock de bureaux aujourd'hui, non utilisés en bureau dans Paris intramuros. Donc dès lors que vous avez 4000 à 5000 mètres carrés de bureaux, on peut les transformer à moindre coût, je dirais, en hôtel pour les clients loisirs ou affaires. Donc c'est très très important. Et les marques standardisées économiques, Ibis, Ibis Style, Ibis Budget sont vraiment des marques sources pour ce type de bâtiment. On aura plutôt des indépendants chez Mercure qui a une flexibilité, une localisation plus forte. Denis Gancel, Béchou peut-être également. Oui, pour associer à ce que dit Christophe, le sujet de la taille critique est devenu un sujet absolument fondamental à l'échelle de la globalisation. Il y a une idée reçue qui est en train d'être combattue, c'est que l'hôtellerie, comme l'industrie automobile, a fonctionné en termes de stratégie marketing sur l'idée qu'un segment égale une marque. Aujourd'hui, M. Tavares vient d'annoncer que c'était la fin de la stratégie de la chevrotine, c'était son expression. C'est exactement la même chose dans l'hôtellerie. L'industrie hôtelière ne peut plus continuer à avoir une stratégie de la chevrotine, c'est-à-dire d'avoir autant de marques que de segments. La stratégie dans le domaine du marketing hôtelier est extrêmement fine, mais on va vers un regroupement des marques pour leur donner plus de puissance, plus d'efficacité et plus de couverture de terrain. Oui, Jean-Yves Durance. Sur les hôtels, je dirais moyens et entre guillemets bas de gamme, un vrai sujet qu'il faut traiter parce que si on veut continuer à être leader mondial, il faut que des touristes reviennent à Paris. Et ils commencent jeunes. Et donc jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'argent et il faut qu'ils soient traités très bien. Il faut qu'ils puissent revenir après. Ils reviendront dans des 3 et 4 étoiles s'ils ont été bien accueillis dès le départ. Allez, 4 étoiles, c'était le Lutetia. Peut-être deviendra-t-il un jour un 5 étoiles ou un palace. Allez, nostalgie, souvenir. Robert Clergerie, tout à l'heure rencontré par Jean-Baptiste Suet. On va le entendre, témoignage beaucoup plus intuitif, beaucoup plus d'émotion. Il y a de très belles choses. Parce qu'il y a quand même eu un esprit, une recherche esthétique qui a précédé à la gestion de cet hôtel. Et ce que j'ai apprécié, les lieux ont une âme et on va maintenir cette âme. Et au fond, je pense que dans l'avenir, l'hôtel aura toujours... D'abord, ils ne veulent pas faire un palace et ça me plaît. Ils veulent faire un hôtel de luxe. Ils vont garder, je pense, l'esprit de l'hôtel. Je suis, non pas confiant, je peux pas, mais j'ose espérer que ça restera dans le même esprit. Mais beaucoup des gens qui composent cet hôtel ne seront plus là. Et en fait, il n'y a pas que l'hôtel. Il y avait un esprit dans cet hôtel, un esprit du personnel qui était extraordinaire. Un personnel aussi dont le comportement était professionnel et affectif.
Je suis très ému parce que j'essaye de me contrôler d'ailleurs, parce que j'ai un naturel plutôt émotif. Mais c'est une page qui se tourne. Voilà, une page se tourne, dit Robert Clergerie, donc maître chausseur, la célèbre marque Robert Clergerie. C'est émouvant quand même comme ça de s'attacher comme ça à cet hôtel. Il est client fidèle depuis 30 ans. Non, je pense que ça montre très clairement ce qu'on essaie de faire tous. C'est du storytelling, c'est de raconter une histoire, une identité, une personnalisation. Il y a un lieu, il y a une marque, il y a un esprit, il y a de l'émotion. C'est les hommes, c'est la marque, c'est l'histoire de l'hôtel. Jean-Yves Durance. Activité de service, les hommes sont fondamentaux. Ouais. Le choix, leur formation et les entraîner dans une équipe managériale. Denis Gancel. Oui, c'est la fin des boîtes à chaussures. Un hôtel, c'est une membrane. Et une membrane, ça vibre à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire que ça s'inspire du milieu dans lequel l'hôtel se situe. Et puis ça émet à l'extérieur le récit spécifique de la marque de l'hôtel. Beischouf. Moi, je suis plutôt optimiste par rapport à la capacité de Paris pour accueillir, pour être attractif par rapport aux touristes étrangers, notamment les touristes chinois. Je vous rappelle que lors de Nouvel An chinois, c'est vraiment une période où les Chinois y sortent intensivement pour visiter l'étranger. Paris, la France, c'est quand même la première destination en dehors de l'Asie pour les Chinois, malgré les questions de sécurité, malgré les services dont la qualité est à améliorer. Et donc, on a beaucoup à faire pour être encore plus attractif. Il y a des visas de 48 heures maintenant pour les touristes chinois, justement, qui ont été accordés par Laurent Fabius. Allez, le mot de la fin, tenez-moi, Georges Panayotis. Alors moi, je pense que cet établissement, il est très bien situé. Je pense effectivement que on peut pas dire que de là va naître un palace, parce que on devient palace, on peut pas naître palace. Mais ceci étant dit, la clientèle, elle est là. Cet établissement a l'histoire. Je trouve qu'ils sont pas très prétentieux, comme certains. Ça laisse l'espoir de faire un établissement de haut niveau dans cet emplacement. Voilà. Merci beaucoup, Georges Panayotis, à la tête de MKG Group de cabinet de conseil en hôtellerie. Merci à vous, à très bientôt. Beischou, revenez vite dans les décodeurs de l'écho, vous en êtes une fidèle. Économie chez Natixis. Denis Gancel, le pape des marques, à la tête de W Compagnie, enseignant Sciences Po. Jean-Yves Durance, qui pilote Viparis, donc l'organisme qui chapeaute tous les salons, les congrès, les foires à Paris. Et puis Christophe Allot, le directeur général France du groupe Hôtelier Accor. Bonne soirée, rediffusion tout à l'heure à 23h30 sur BFM Business, à la télé, à la radio, sur le site internet aussi, d'ici là bien entendu. Bonne soirée, bonne nuit, rendez-vous demain soir avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business à 19h en direct comme tous les soirs.